Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis quelques jours, on s'est beaucoup interrogé sur le sens de ce congrès. On s'est demandé en particulier quel est le commun dénominateur de ce congrès qui unit des hommes aussi différents que des Sénégalais et des Américains du Nord, des Dahoméens et des Antillais, des Nigériens et des Malgaches. La réponse, ou du moins une des réponses, me paraît évidente. Ce commun dénominateur, c'est la situation coloniale. C'est un fait que la plupart des pays noirs vivent sous le régime colonial. Même les pays libres, comme Haïti ou le Libéria, sont des pays semi-coloniaux. Et nos frères américains eux-mêmes sont, par le jeu de la discrimination raciale, placés de manière artificielle et au sein d'une grande nation moderne, placés dans une situation qui ne se comprend que par référence aux mœurs du colonialisme, dont ces mœurs sont d'ailleurs une séquelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, quelque désireux que l'on soit de garder au débat de ce congrès toute leur sérénité, on ne peut pas. Si l'on veut serrer de près la réalité, on ne peut pas ne pas aborder le problème de ce qui conditionne à l'heure actuelle au plus près le développement des cultures noires. Je veux parler du colonialisme. Qu'on le veuille ou non, en 1956, on ne peut poser le problème des cultures noires sans poser en même temps le problème du colonialisme, car toutes les cultures noires se développent à l'heure actuelle dans un conditionnement particulier, la situation coloniale ou semi-coloniale ou paracoloniale. Même dira-t-on, qu'est-ce que la culture? Ce n'est pas céder à une manie scolaire des définitions, ce n'est pas pour céder à cette manie qu'il importe de le faire, mais c'est pour dissiper un certain nombre de malentendus et répondre de manière très précise à un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées ici hier soir, et en particulier par un des délégués de Haïti, mon ami Jacques Alexis. Jacques Alexis s'est interrogé sur la légitimité même de ce congrès. Il a dit qu'il n'y a de culture que nationale, et parler de culture négro-africaine, c'est parler d'une abstraction et se satisfaire à bon compte de déclarations verbales. Je crois que le meilleur moyen de s'en sortir est encore de définir avec soin les mots que nous employons. Je pense, comme Jacques Alexis, qu'il n'y a de culture que nationale. Mais il saute aux yeux que les cultures nationales, toutes particulières qu'elles sont, se groupent par affinité. Et ces grandes parentés de culture, ces grandes familles de culture portent un nom, ceux anglais, l'espagnol, allemand, le russe, etc. Mais il n'est pas moins évident que toutes les cultures présentent entre elles, à côté de différences très réelles, un certain nombre de ressemblances frappantes qui font que si l'on peut parler de culture nationale particulière à chacun des pays que je viens d'énumérer, on peut aussi parler d'une civilisation occidentale. Eh bien, c'est de la même manière que si l'on peut parler de culture nationale africaine, de culture propre à chacun des peuples africains, à chacun des peuples que nous représentons ici, pris dans sa particularité, on peut en même temps, me semble-t-il, et tout aussi légitimement parler d'une grande famille des cultures africaines et qui mérite le nom de civilisation négro-africaine. Et vous savez que les avatars de l'histoire ont fait qu'aujourd'hui,
le champ de cette civilisation, l'ère de cette civilisation déborde très largement l'Afrique, et c'est dans ce sens que l'on peut dire qu'il y a au Brésil ou aux Antilles, aussi bien Haïti que les Antilles françaises ou anglaises ou même aux États-Unis, sinon des foyers du moins des franges de cette civilisation négro-africaine. Ce n'est pas une vue que j'invente, croyez-moi, pour les besoins de la cause. C'est une vue qui me paraît impliquée dans l'approche sociologique et scientifique du problème. Qu'est-ce que la culture en termes sociologiques? Le sociologue français Moss définit la civilisation, un ensemble de phénomènes suffisamment nombreux et suffisamment importants, s'étendant à un nombre suffisamment considérable de territoires. On peut en inférer que la civilisation tend à l'universalité et que la culture tend à la particularité. Et que la culture, c'est la civilisation en tant qu'elle est propre à un peuple, à une nation partagée par nul autre, et qu'elle porte indélébile la marque de ce peuple et de cette nation. Si on veut la décrire de l'extérieur, on dira que c'est l'ensemble des valeurs matérielles et spirituelles créées par une société au cours de son histoire. Dans ce sens, la culture comprendrait aussi bien la technique que les institutions politiques, une chose aussi fondamentale que la langue et une chose aussi fugace que la mode, et les arts aussi bien que la science ou que la religion. Si on veut la définir en termes de finalité et la représenter dans son dynamisme, nous dirons que la culture, c'est l'effort de toute collectivité humaine pour se doter de la richesse d'une personnalité. C'est-à-dire que civilisation et culture définissent deux aspects d'une même réalité. La civilisation définissant le pourtour le plus extrême de la culture, ce que la culture a le plus extérieur et le plus général, la culture constituant de son côté le noyau intime et irradiant, l'aspect en tout cas le plus national de la civilisation. On sait que Mauss, cherchant les raisons de la compartimentation du monde en aires de civilisation nettement définies, les trouvait dans une qualité profonde, commune selon lui à tous les phénomènes sociaux qu'il définissait d'un mot, l'arbitraire. Tous les phénomènes sociaux, précisait-il, sont à quelques degrés œuvre de volonté collective, et qui dit volonté humaine, dit choix entre différentes options possibles. Il suit de la nature des représentations et des pratiques collectives que l'ère de leur extension, tant que l'humanité ne formera pas une société unique, est nécessairement finie et relativement fixe. Ainsi donc, toute culture serait spécifique. Spécifique parce que l'œuvre d'une volonté particulière, unique, choisissant entre des options différentes. La culture qui est passion et raison, intuition et intelligence, désir et volonté tout ensemble, la culture est cette force qui permet à la société de choisir entre toutes les options possibles. La culture, c'est ce au nom de quoi et ce par quoi une civilisation se choisit. On voit où nous mène cette idée. Pour prendre un exemple concret, il est bien vrai de dire qu'il y a une civilisation féodale, une civilisation capitaliste, une civilisation socialiste, mais il saute aux yeux que sur le terreau d'une même base économique, la vie, la passion de vie, l'élan de vie de tout peuple enracine des cultures très différentes. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de déterminisme de la base à la superstructure. Cela signifie que le rapport de la base à la superstructure n'est jamais simple et ne doit jamais être simplifié. Là-dessus, nous avons le sentiment de Marx lui-même qui écrit « C'est toujours dans les rapports immédiats entre les maîtres des conditions de production et les producteurs directs, c'est toujours dans ces rapports que nous découvrons le secret intime, le fondement caché de toute la structure sociale. Cela n'empêche pas que la même base économique, la même du moins quant aux conditions principales, peut,
en raison des innombrables conditions empiriques distinctes, facteurs naturels et raciaux, influences historiques agissant de l'extérieur, présenter dans sa manifestation une infinité de variations et de gradations qui ne peuvent être saisies que par l'analyse de ces circonstances empiriques données. On ne saurait mieux dire que la civilisation n'est jamais assez particulière qu'elle ne suppose la vivifiant toute une constellation de ressources idéationnelles, de traditions, de croyances, de modes de pensée, de valeurs, tout un outillage intellectuel, tout un complexe émotionnel, toute une sagesse que précisément nous appelons la culture. Eh bien, il me semble que c'est tout cela. Tout ce qui est contenu implicitement dans cette définition, c'est tout cela qui légitime notre réunion ici. Il y a entre tous ceux qui sont réunis ici une double solidarité. Une solidarité horizontale dans l'espace, une solidarité qui unit des groupes d'hommes très différents entre eux, malgaches, antillais, sénégalais, peuls et j'en passe, et qui est la solidarité que leur fait de l'extérieur la situation coloniale ou paracoloniale qui leur est imposée du dehors. Et d'autre part, une autre solidarité, verticale celle-là, une solidarité dans le temps, celle qui provient de ce fait qu'à partir d'une unité première, c'était évoqué ici hier soir au cours de discussion, l'unité de la civilisation africaine, il s'est différencié toute une série de cultures qui toutes doivent, à des degrés divers, à cette civilisation. Le résultat, c'est que l'on peut considérer ce congrès de deux manières différentes, qui sont tout aussi vraies l'une que l'autre. En un certain sens, ce congrès est un retour aux sources. Ce retour aux sources qu'opèrent toutes les communautés à leur moment de crise, et en même temps, c'est une réunion réunissant ensemble, qu'on le veuille ou non, des hommes ayant la même réalité rugueuse à étreindre, et partant des hommes combattant dans des langages différents, mais combattant le même combat et soulevés par une commune espérance. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait antinomie entre les deux choses. Je crois au contraire que ces deux aspects se conditionnent et que notre démarche, qui peut sembler hésiter entre le passé et l'avenir, est au contraire des plus naturelles, inspirée qu'elle est de cette idée que la voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui représente un approfondissement du passé. Qu'il me soit permis ici de citer Kierkegaard. D'une façon générale, écrit ce philosophe, tout véritable développement est un retour en arrière qui vous fait aller vers nos origines. Et pour ceux qui ne comprendraient pas cet apparent paradoxe, Kierkegaard citait l'exemple plus paradoxal encore de ces grands artistes qui avancent, dit-il, par là même qu'ils retournent en arrière. C'est très exactement de ça qu'il s'agit. De cette œuvre d'art collective qui s'appelle la culture et de ce grand artiste collectif qui s'appelle le peuple. Et maintenant, j'en viens à mon propos essentiel. Celui qui concerne les conditions concrètes dans lesquelles se pose à l'heure actuelle le problème des cultures noires. J'ai dit que ce conditionnement concret tient en un mot la situation coloniale ou semi-coloniale ou paracoloniale dans laquelle s'opère le développement de ces cultures noires. Et dès lors, un problème se pose. Il a été évoqué tout à l'heure par le pasteur écolo, et à ce point de vue-là, je dois dire que je suis d'accord avec lui. Il a demandé quelle influence ce conditionnement peut-il avoir sur le développement de ces cultures. Il s'est même posé le problème, est-ce que ce conditionnement, qui est politique, peut avoir une influence sur la culture? Est-ce qu'un statut politique peut avoir des conséquences culturelles? Cela ne va pas de soi. Évidemment, si l'on croit, avec Frobenius, que la culture naît de l'émotion de l'homme devant le cosmos,
et qu'elle n'est que paillu de main, comme il dit dans son vocabulaire particulier, eh bien dans ce cas, il y a d'influence, ou certainement bien peu, du politique sur le culturel. Ou encore si l'on pense, comme Schubart, que le facteur primordial est d'ordre géographique, si l'on pense que c'est l'esprit du paysage qui forge l'âme des peuples, il n'y a pas d'influence, ou tout au moins bien peu, du politique sur la culture. Mais si l'on pense, comme il est de bon sens de le faire, que la civilisation est avant tout un phénomène social et la résultante de faits sociaux et de forces sociales, alors oui, l'idée d'une influence du politique sur le culturel s'impose comme une évidence. Cette influence du politique sur la culture, Hegel la reconnaît expressément lorsque, dans les leçons de la philosophie de l'histoire, il écrit cette innocente petite phrase que Lénine ne devait pas trouver si innocente, puisqu'il la souligne de 2 traits dans les cahiers philosophiques. L'importance de la nature ne doit être ni sur ni sous-estimée. Assurément, le doux ciel d'Ionie a beaucoup contribué à la grâce des poèmes homériques. Cependant, à lui seul, il ne peut produire des Homères. Aussi ne les produit-il pas toujours. Aucun Naède ne surgit sous la domination turque. C'est qu'un régime politique et social qui supprime l'autodétermination d'un peuple tue en même temps la puissance créatrice de ce peuple. C'est ce que constate à son tour un spécialiste anglais, Furnivall, cité dans le livre de Richard Wright, qui constate dans son livre Colonial Policy and Practice, quand il écrit cette constatation désolée au sujet des peuples colonisés, ils sont appauvris par la perte de choses qui s'achètent sans argent et qui n'ont pas de prix. Ils restent prisonniers dans une civilisation mourante et leur vie sociale est appauvrie et non enrichie. Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. C'est dans ce sens que l'on peut dire que la réunion historique de Bandung n'a pas été seulement un grand événement politique, il a été également un événement culturel de premier rang, car il a été le soulèvement pacifique de peuples affamés non seulement de justice et de dignité, mais aussi de civilisation et de culture. Le mécanisme de cette mort de la culture et des civilisations sous le régime colonial commence à être bien connu, et quelques exemples typiques en ont été donnés ici ce soir. Toute culture, pour s'épanouir, a besoin d'un cadre, d'une structure. Or, il est certain que les éléments qui structurent la vie culturelle du peuple colonisé disparaissent ou s'abâtardissent du fait du régime colonial. Il s'agit, bien entendu, au premier chef, de l'organisation politique, car il ne faut pas perdre de vue que l'organisation politique que c'est librement donné à un peuple fait partie, et à un degré éminent, de la culture de ce peuple, culture que, d'autre part, elle conditionne. Et puis, il y a la langue de ce peuple, la langue, psychologie pétrifiée, a-t-on dit, mais de n'être plus la langue officielle, de n'être plus la langue administrative, la langue de l'école, la langue des idées. La langue indigène subit un déclassement qui la contrarie dans son développement et parfois même la menace dans son existence. Il faut bien se pénétrer de cette idée. Lorsque les Anglais détruisent l'organisation étatique des Ashantis en Gold Coast, ils portent un coup à la culture ashanti. Lorsque les Français refusent à la langue arabe en Algérie ou au malgache à Madagascar le caractère de langue officielle, les empêchent ainsi de réaliser dans les conditions du monde moderne toute leur potentialité. Ils portent un coup à la culture arabe et à la culture malgache. L'imitation de la civilisation colonisée, suppression ou abattardissement de tout ce qui la structure. Comment, dans ces conditions, s'étonner
de la suppression de ce qui est une des caractéristiques de toute civilisation vivante. Je veux parler de la faculté de renouvellement. On sait que c'est un lieu commun en Europe de flétrir les mouvements nationalistes des pays coloniaux en les présentant comme des forces obscurantistes, s'évertuant à faire renaître des formes moyenâgeuses de vie et de pensée. Mais c'est oublier que le pouvoir de se dépasser est en toute civilisation vivante et que toute civilisation est vivante quand la société où elle s'exprime est libre. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique ou en Asie libérée me paraît à cet égard hautement significatif. Qu'il me suffise de rappeler que c'est la Tunisie libérée qui supprime les tribunaux religieux et non la Tunisie colonisée. Que c'est la Tunisie libérée qui nationalise les biens à bout ou supprime la polygamie et non la Tunisie des colonialistes. Que c'est l'Inde avec les Anglais qui maintient le statut traditionnel de la femme indienne et que c'est l'Inde débarrassée de la tutelle britannique qui fait de la femme indienne l'égale de l'homme. Limité dans son action, freiné de son dynamisme, la civilisation de la société colonisée, il ne faut pas se leurrer, entre dès le premier jour de la colonisation dans le crépuscule précurseur de la fin. Spengler, dans son déclin de l'Occident, cite ces vers de Goethe: « Faut que tu sois ainsi, nul n'échappe à sa tête. Ainsi dit Apollon, ainsi dit le prophète. Développe en vivant la forme empreinte en toi que ne peut morceler ni sang, ni roi, ni loi. » Le grand reproche que l'on est fondé à faire à l'Europe, c'est d'avoir brisé dans leur élan des civilisations, des cultures qui n'avaient pas encore tenu toutes leurs promesses, de ne leur pas permis de développer et d'accomplir toute la richesse des formes contenues dans leur tête. Il serait superflu d'étudier le processus de la mort de cet ensemble. Disons simplement que dans le régime colonial, c'est à la base que l'ensemble culturel est frappé. À la base, c'est-à-dire irrévocablement. On se souvient du schéma que Marx établissait pour les sociétés de l'Inde, de petites formations stéréotypées de l'organisation sociale se désagrégeant et disparaissant en grande partie, disait-il, non pas tant à la suite des empiètements brutaux du percepteur et du soldat anglais qu'à cause de la machine à vapeur et du libre-échange anglais. Vous le voyez, de petites communautés qui éclatent parce que l'immixtion étrangère fait éclater leur base économique. Cela n'est que trop vrai, et pas seulement pour l'Inde. Partout où la colonisation européenne a fait irruption, l'introduction de l'économie fondée sur l'argent, qui se substitue à l'économie de subsistance, l'introduction de l'économie fondée sur l'argent a provoqué, avec la désintégration de la famille, la destruction, l'affaiblissement des liens traditionnels, la pulvérisation de la structure sociale et économique des communautés. Quand on dit cela, et que l'on appartient, comme vous et moi, à un peuple colonisé, la propension des intellectuels européens est de crier à l'ingratitude et de rappeler avec complaisance ce que le monde doit à l'Europe. En France, on a encore en mémoire l'impressionnant tableau dressé par M. Caillois et par M. Béguin, le premier dans une série d'articles intitulés « Illusions à rebours », le second dans sa préface au livre de M. Panicard sur l'Inde. Science, histoire, sociologie, ethnographie, morale, technique, tout y passe. Et qu'est-ce que pèse, évidemment, ces quelques actes de violence inévitables au prix de toute cette liste de bienfaits? Il y a certainement beaucoup de vrai dans ce tableau. Et je suis pénétré, plus que personne, du sentiment de l'éminente dignité et de la grandeur de l'Europe.
Mais aucun de ces messieurs ne peut empêcher qu'aux yeux du monde, la grande révolution qu'incarne l'Europe dans l'histoire de l'humanité ne soit constituée ni par l'introduction d'un système fondé sur le respect de la dignité humaine, comme on s'acharne à nous le faire croire, ni sur l'invention de la rigueur intellectuelle, mais que cette révolution est fondée sur un tout autre ordre de considération qu'il est déloyal de ne pas regarder en face, savoir que l'Europe est la première à avoir inventé et à avoir introduit partout où elle a dominé un système économique et social fondé sur l'argent et d'avoir établi une hiérarchie de valeurs où c'est l'argent qui occupe le rang suprême et d'avoir impitoyablement éliminé tout, je dis bien tout, culture, philosophie, religion, tout ce qui pouvait ralentir ou paralyser la marche à l'enrichissement d'un groupe d'hommes et de peuples privilégiés. Je sais bien que depuis quelque temps, on conteste, et ce sont des Européens qui le font, on conteste que les maux causés par l'Europe soient irréparables. On a prétendu qu'en prenant certaines précautions, on pouvait pallier les effets dévastateurs de la colonisation. L'UNESCO s'est penché sur le problème et dernièrement, on pouvait entendre son directeur général, M. Evans, affirmer que l'on pouvait, dans certaines conditions, introduire dans une culture le progrès technique de manière à s'harmoniser avec elle. Et une ethnographe américaine de grand renom, Mme Mead, de son côté, précisait que si on prenait certaines précautions, on pouvait introduire dans telle ou telle culture toutes sortes d'améliorations techniques sans bouleversement considérable, avec un minimum de bouleversement, ou tout au moins en utilisant à des fins constructives les bouleversements inévitables. Tout cela est certainement pétri de bonnes intentions. Mais il faut en prendre son parti. Il n'y a pas une mauvaise colonisation qui détruit les civilisations indigènes et attente à la santé morale des colonisés, et une autre colonisation, une colonisation éclairée, une colonisation appuyée sur l'ethnographie qui intégrerait harmonieusement, scientifiquement, sans risque pour les colonisés, des éléments culturels du colonisateur dans le corps des civilisations indigènes. Il faut en prendre son parti. Le verbe de la colonisation ne se conjugue jamais avec les temps de l'idylle. Il ne semble pas que les colonisés gaulois aient gardé un très mauvais souvenir du colonisateur romain. Et ce qu'a nous a dit M. Deschamps faisait chanter dans ma mémoire les paroles d'un de ses aïeux, un poète, un bon poète gallo-romain du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui rendait grâce à Rome d'avoir colonisé la Gaule. Et il disait « Fecisti patriam diversis gentibus unam ». Gloire, je traduis très librement, je m'en excuse. Gloire à Rome, qui a fait une patrie unique pour les races les plus différentes de la terre. Profit injustice te dominante capi. Ça a été une bonne chose pour les hommes que d'avoir été conquises par trois Roms. Domque offers victis proprii consortis juris urbem fecisti quod prius orbis erat. Tu as donné des lois à des peuples qui n'en avaient pas, et tu as fait une ville de ce qui autrefois était l'univers. Eh bien, il faut croire que l'ingratitude a fait des progrès considérables depuis les siècles. Car j'ai fouillé toute la littérature des peuples colonisés et nulle part je n'ai trouvé d'ode semblable
en faveur et à la louange du colonisateur moderne. Et peut-être que la condamnation la plus sévère que l'on puisse porter contre la colonisation, contre l'ordre colonial, c'est de dire qu'il s'est trouvé aucun poète indigène, aucun poète colonisé pour chanter cet ordre, et que ces messieurs en prennent qu'ils en prennent leur parti. L'ordre colonial moderne n'aura pas son Rutilius Namatanus. Je n'ai pas fait cette incursion dans l'histoire romaine, dans l'histoire gallo-romaine, uniquement pour faire un rapprochement historique. Mais c'est parce que l'idée qui sous-tend ce raisonnement et que l'on retrouve chez des hommes fort bien intentionnés, eh bien, c'est que cette idée-là n'est pas morte. On pense que de même qu'il y a eu une culture latine substituée à la culture indigène, de la même manière, il y aurait dans le monde des surgeons de la civilisation française, anglaise ou espagnole. Et vous le savez bien, c'était une illusion très largement répandue, puisque lorsqu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, les Européens, Français, Anglais, Espagnols fondaient des colonies, comment les baptisaient-ils, comment les appelaient-ils? Eh bien, on fondait de nouvelles France, de nouvelle Espagne, de nouvelle Angleterre. Voyez la terminologie de cette époque et vous verrez, vous retrouvez partout ces appellations qui sont sous-tendues par la pensée que je viens d'analyser tout à l'heure. La diffusion de cette erreur que le colonisateur peut prodiguer sa civilisation n'est pas toujours inconsciente ou désintéressée, elle n'est pas toujours naïve. À cet égard, contentons-nous de rappeler que lorsque, en 1930, dans une réunion de philosophes et d'historiens consacrée à la définition du mot civilisation, un homme politique comme M. Doumer, qui fut, vous le savez, président de la République française, lorsque cet homme interrompait l'historien que vous connaissez, M. Baird, ou l'ethnographe M. Mauss, c'était pour leur signaler le danger de leur relativisme culturel et qu'il fallait laisser à ces colonies et qu'il fallait laisser intacte cette idée et que la France avait pour mission d'apporter à ces colonies la civilisation, entendez, la civilisation française. Eh bien, c'est là une illusion, car il faut bien se convaincre du contraire, qu'aucun pays colonisateur dans le contexte du monde actuel ne peut prodiguer sa civilisation à aucun pays colonisé. Qu'on en juge. Une civilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble coordonné de fonctions sociales. Il y a des fonctions techniques, des fonctions intellectuelles, enfin des fonctions d'organisation et de coordination. Dire que le colonisateur substitue sa civilisation à la civilisation indigène ne pourrait signifier qu'une chose, que la nation colonisatrice assure à la nation ou au peuple colonisé, assure aux indigènes dans leur propre pays et sur le pied de la plus parfaite égalité, la maîtrise la plus complète de ces différentes fonctions. Or, que nous enseigne l'histoire de la colonisation? Tout juste le contraire. Que la technique, pour parler d'abord de la fonction technique, que la technique en pays colonial se développe toujours en marge de la société indigène, sans que jamais la possibilité soit donnée aux colonisés de la maîtriser. La grande misère de l'enseignement technique dans tous les pays colonisés, l'effort de tous les colonisateurs pour refuser la qualification technique aux ouvriers indigènes, effort qui trouve son expression la plus odieuse et la plus radicale en Afrique du Sud, sont à cet égard hautement significatifs. Que pour ce qui est des fonctions intellectuelles, eh bien, vous savez, une des caractéristiques des pays colonisés, c'est qu'il n'y a aucun pays colonisé dont la caractéristique ne soit l'analphabétisme et le bas niveau de l'instruction publique. Que dans toutes les colonies, et ceci pour les fonctions d'organisation et de coordination, le pouvoir politique appartient aux puissances colonisatrices et est directement exercé par le gouverneur ou les résidents généraux, ou tout au moins il est directement contrôlé par eux. Ce qui explique, soit dit en passant, la vanité et l'hypocrisie de toutes les politiques coloniales fondées sur ce qu'on appelle l'intégration ou l'assimilation politique dont les peuples ont nettement pris conscience ces temps-ci qu'elles constituent un leurre et un attrape-nigo.
l'étendue des exigences, je les résumerai d'un mot, en disant que pour le colonisateur, exporter sa civilisation dans le pays colonisé ne signifierait rien de moins que d'entreprendre de propos délibérés l'édification d'un capitalisme indigène, d'une société capitaliste indigène, l'image et en même temps la concurrente du capitalisme métropolitain. Il n'est que de jeter un regard sur la réalité pour constater que nulle part le capitalisme métropolitain n'a enfanté un capitalisme indigène. Et si dans un pays colonial n'est né un capitalisme indigène, je ne parle pas du capitalisme des colons, directement branché d'ailleurs sur le capitalisme métropolitain, il ne faut pas chercher les raisons, comme on s'acharne à le faire, de la paresse des indigènes. On dit, ah, ils ont la possibilité théorique de s'enrichir, ils ne s'enrichissent pas. Eh bien, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas en chercher les raisons de la paresse des indigènes, mais de la nature même et de la logique du capitalisme colonisateur. L'ethnographe, le célèbre anthropologue anglais Malinowski, par ailleurs si critiquable, a eu jadis le mérite d'attirer l'attention sur un phénomène qu'il appelle le don sélectif. Donner, mais donner sélectivement, choisissant ce que l'on donne. Et voici ce qu'il dit. Il dit, toute la conception, au terme de laquelle la culture européenne serait une corne d'abondance d'où tout se répandrait librement et fallacieuse. On n'a pas besoin d'être un spécialiste en anthropologie pour s'apercevoir que le don européen, entre guillemets, est toujours hautement sélectif. Nous ne donnons jamais, et nous ne donnerons jamais aux peuples indigènes qui vivent sous notre contrôle, car ce serait une pure folie, aussi longtemps que l'on voudra se tenir sur la base du réalisme politique, nous ne donnons et ne donnerons jamais les 4 éléments suivants de notre culture. Premièrement, les instruments de puissance physique, armes à feu, bombardiers, etc. Tout ce qui rend la défense effective ou l'agression possible. Deuxièmement, nos instruments de maîtrise politique. La souveraineté reste toujours entre les mains de la couronne britannique, de la couronne belge ou de la République française. Même quand nous pratiquons le gouvernement indirect, c'est toujours sous notre contrôle que s'exerce ce gouvernement. Troisièmement, nous ne partageons pas avec les indigènes l'essentiel de notre richesse et de nos avantages économiques. Le métal qui provient des mines d'or et des cuivres africaines ne se répand jamais par des canaux africains, exception faite pour les salaires qui restent d'ailleurs toujours insuffisants. Même quand dans un système d'exploitation économique indirecte, comme celui que nous pratiquons en Afrique occidentale ou en Ouganda, nous laissons aux indigènes une part du profit, l'entier contrôle de l'organisation économique reste toujours entre les mains de l'entreprise occidentale. Nulle part l'égalité politique complète n'est accordée, ni la pleine égalité sociale, ni même la pleine égalité religieuse. En fait, quand on considère tous les points... En fait, et c'est Malinowski qui parle, quand on considère que tous les points que nous venons d'énumérer, il est aisé de voir qu'il n'est pas question de donner, ni non plus d'offrir généreusement, mais bien plutôt de prendre. Nous avons pris aux Africains leurs terres, et en général, c'est des terres les plus fécondes que nous nous sommes emparés. Nous avons enlevé aux tribus leur souveraineté, ainsi que le droit de faire la guerre. Nous faisons payer des impôts aux indigènes, mais ils ne contrôlent pas, ou du moins jamais complètement, l'administration de ces fonds. Enfin, le travail qu'ils fournissent n'est jamais volontaire que de nom. Vous trouverez ce texte dans Introductory Essay on the Anthropology of Changing African Cultures, 1938. La conclusion, Malinowski la tirait plusieurs années plus tard avec une grande honnêteté dans son livre publié après sa mort, The Dynamics of Culture. C'est ce que nous appelons le don sélectif, disait-il, qui de tous les éléments de la situation coloniale
influence peut-être le processus du changement culturel. Ce que les Européens évitent de donner, ce qu'ils retiennent de donner, est à la fois significatif et bien déterminé. C'est un refus qui ne tend à rien de moins qu'à retirer du processus du contact culturel tous les éléments qui constituent les bénéfices économiques, politiques et juridiques de la culture supérieure. Si la puissance, la richesse, les commodités sociales étaient données aux indigènes, le changement culturel serait relativement facile. C'est l'absence de ces facteurs, ce que nous avons appelé le don sélectif, qui rend si difficile et si compliqué le changement culturel. On le voit, ce n'est jamais de don total qu'il s'agit. Et dès lors qu'il ne s'agit jamais d'une civilisation qui se prodigue, il ne saurait être question de transfert de civilisation. Il ne saurait être question de Nouvelle-France ou de Nouvelle-Angleterre ou de Nouvelle-Amsterdam. Dans le monde et l'Occident, Toynbee, l'historien anglais des civilisations, exprime une théorie extrêmement ingénieuse concernant la psychologie des rencontres de civilisation. Il nous explique que lorsque le rayon d'une civilisation frappe un corps social étranger, la résistance du corps étranger réfracte le rayon culturel en le décomposant exactement comme le prisme décompose les rayons lumineux et donne les couleurs du spectre. Et que c'est la résistance du corps social étranger, en l'espèce la société colonisée par exemple, que c'est la résistance du corps social étranger qui s'oppose à la diffusion totale d'une culture en une autre et opère une sorte de sélection toute physique qui ne retient d'ailleurs, et malheureusement, que les éléments les moins importants et les plus nocifs. Selon cette règle, nous dit-il, qu'un élément culturel isolé, détaché, peut, comme un électron détaché de l'atome, s'avérer mortel quand il est dissocié du système auquel il appartenait jusque-là et quand il est lâché en liberté dans un nouveau milieu. C'est extrêmement brillant, c'est extrêmement ingénieux. Mais je crois que la vérité est tout à fait différente. Et Malinowski, cité tout à l'heure, a raison contre Toynbee. La sélection des éléments culturels offerts aux colonisés n'est pas du tout la résultante d'une loi physique analogue à celle de la réfraction de la lumière. Ce n'est pas du tout vrai. Cette sélection d'éléments culturels, c'est la conséquence non pas d'une loi physique inévitable, mais c'est la conséquence d'une détermination politique, le résultat d'une politique voulue par le colonisateur, une politique que l'on peut résumer de la manière suivante, et très brutalement, dans l'import-export du capitalisme. Il y a toujours un article qui échappe, et c'est le capitalisme lui-même. Je veux dire ses fondements, ses richesses, sa force, sa puissance. Ainsi donc, je crois vous l'avoir montré, la colonisation tue impitoyablement les civilisations indigènes. D'autre part, la colonisation rend impossible l'instauration d'une autre civilisation, la civilisation du colonisateur en pays colonisé. Je crois un bon exemple est celui de l'Algérie, où nous voyons côte à côte deux civilisations, la civilisation musulmane très atteinte, très étiolée du fait de la colonisation, et d'autre part une sorte de civilisation française, mais civilisation française abâtardie. Par conséquent, vous le voyez, mort de la civilisation indigène et en même temps impossibilité pour le colonisateur d'exporter sa civilisation, toute sa civilisation, précisément à en dehors de ces deux possibilités, il y en a une troisième qui est théorique. C'est celle de l'élaboration d'une civilisation nouvelle, une civilisation qui devra à l'Europe aussi bien qu'à la civilisation indigène. Voyons, les deux solutions de la conservation de la civilisation indigène et celle de l'exportation outre-mer
de la civilisation du colonisateur étant écartée, ne peut-on imaginer un processus qui tendrait à l'élaboration d'une nouvelle civilisation qui ne se ramènerait ni à l'une ni à l'autre de ses composantes? C'est là une illusion de laquelle tombent beaucoup d'Européens qui s'imaginent assister dans les pays de colonisation française ou anglaise, par exemple, à la naissance de civilisations qu'ils appellent anglo- ou franco-africaines ou anglo- ou franco-américaines. Pour le croire, on s'appuie sur l'idée que toute civilisation vit d'emprunt. Et on en est fait que la colonisation mettant en contact deux civilisations différentes, la civilisation indigène empruntera des éléments culturels à la civilisation du colonisateur et qu'il résultera de ce mariage une civilisation nouvelle, une civilisation métisse. L'erreur d'une telle théorie est qu'elle repose sur l'illusion que la colonisation est un contact de civilisation comme un autre, un contact normal, et que tous les emprunts se valent. La vérité est très différente. Et que l'emprunt n'est valable que lorsqu'il est rééquilibré par un état intérieur qui l'appelle et qui en définitive l'intègre au sujet, qui l'assimile en le faisant soi, qui d'extérieur le rend intérieur. Il y a une vue que Hegel développe dans sa logique et qui me paraît trouver ici son application. Il dit ceci, qu'en s'emparant de l'objet, le processus mécanique se transforme en un processus interne par lequel l'individu s'approprie l'objet, de telle sorte qu'il le dépouille de tout ce qui constitue sa particularité, en fait un moyen et lui donne pour substance sa propre subjectivité. Par conséquent, lorsqu'une société emprunte, elle ne subit pas, elle agit, elle s'empare. Mais le cas de la colonisation est tout à fait différent. Il ne s'agit pas d'emprunt appelé par un besoin, d'éléments culturels s'intégrant spontanément dans le monde du sujet. Et Malinowski et son école ont raison d'insister sur ce point que le processus du contact culturel doit être regardé avant tout comme un processus continu d'interaction entre groupes de cultures différents. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'ici, la situation coloniale qui dresse face à face le colonisateur et le colonisé est en dernier ressort l'élément déterminant. Le résultat de ce manque d'intégration par la dialectique du besoin, c'est l'existence dans tous les pays coloniaux d'une véritable mosaïque culturelle qu'il est convenu d'appeler culture, mais qui n'est pas une culture. Je veux dire que dans tout pays colonial, dans tout pays semi-colonial ou paracolonial, les traits culturels sont juxtaposés et non harmonisés. Or, qu'est-ce que la civilisation? Qu'est-ce que la culture? Si ce n'est une harmonie, une synthèse, une globalité, c'est parce que la culture n'est pas une simple juxtaposition des traits culturels qu'il ne saurait y avoir de civilisation métisse, qu'on me comprenne bien. Je ne veux pas dire que des gens qui sont biologiquement des métis, car nous le sommes tous plus ou moins, ne pourront pas fonder une civilisation. Je veux dire que la civilisation qu'ils fonderont ne sera une civilisation que si elle n'est pas métisse. Et c'est pour cela aussi qu'une des caractéristiques de la culture, c'est le style, c'est-à-dire cette marque propre à un peuple et à une époque, et que l'on retrouve dans tous les domaines où se manifeste l'activité de ce peuple à une époque déterminée. Il me semble que ce que Nietzsche dit à ce sujet mérite d'être pris en considération. Voici ce que dit Nietzsche. La culture, c'est avant tout l'unité du style artistique dans toutes les manifestations vitales d'un peuple. Savoir beaucoup de choses et en avoir appris beaucoup, ce n'est ni un moyen nécessaire de culture, ni une marque de cette culture. Et au besoin, cela s'accorde au mieux
avec le contraire de la culture, la barbarie, ce qui veut dire le manque de style et le pêle-mêle chaotique de tous les styles, eh bien, on ne saurait donner description plus juste de la situation culturelle dans laquelle se trouve plongé tout pays colonisé. Dans tout pays colonisé, nous constatons que la synthèse harmonieuse que constituait la culture indigène a été dissoute et que s'y est substitué un pêle-mêle de traits culturels d'origine très différente, se chevauchant sans jamais s'harmoniser. Ce n'est pas forcément la barbarie par manque de culture, mais c'est toujours la barbarie par l'anarchie culturelle. On s'effarouchera du mot barbarie, mais ce sera oublié, comme il était rappelé tout à l'heure, que les époques de grande création ont toujours été des époques de grande unité psychologique, des époques de communion, et que la culture ne vit intense et ne se développe que là où se maintient un système de valeurs communes, et qu'au contraire, là où la société se dissout, se fragmente, se diapre d'une bigarrure de valeurs non reconnues par la communauté, il n'y a jamais place que pour l'abattardissement et en définitive pour la stérilité. Une autre objection serait que toute culture, quelque grande qu'elle soit, ou mieux encore, plus elle est grande, que toute culture est un mélange, et cela est vrai, un mélange d'éléments effroyablement hétérogènes. On pourra même aller plus loin et affirmer que dans le domaine de la culture, la règle c'est le composite et que l'habit d'arlequin c'est l'uniforme. On sait que l'anthropologue américain Robert s'est fait l'interprète spirituel de cette vue. Voici ce qu'il écrit. C'est comme si, écrit-il, un lapin pouvait se greffer le système digestif du mouton, les branchies respiratoires du poisson, les griffes et les dents du chat, quelques-unes des tentacules de la pieuvre, un assortiment d'autres organes étranges prélevés sur d'autres spécimens du règne animal, et non seulement survivre, mais encore se perpétuer et prospérer. Organiquement, c'est de toute évidence un non-sens, mais dans le domaine de la culture, c'est une approximation très ressemblante de ce qui se passe en réalité. Sans doute. Et il est très vrai de dire que la règle ici est de l'hétérogénéité. Mais attention, dans le cas de la culture, cette hétérogénéité n'est pas vécue en tant qu'hétérogénéité. Dans la réalité de la civilisation vivante, il s'agit d'une hétérogénéité extérieure vécue intérieurement comme homogénéité. L'analyse peut bien révéler de l'hétérogène, mais les éléments, quelque hétérogènes qu'ils soient, sont vécus par la conscience de la communauté comme siens, au même titre que les éléments les plus typiquement autochtones. La civilisation... La civilisation ne sent pas le corps étranger, car il n'est plus étranger. Les savants ont beau prouver l'origine étrangère d'un mot que nous employons, d'une technique. La communauté ressent le mot comme sien, la technique comme sienne. C'est qu'est intervenu un processus de naturalisation, laquelle relève de la dialectique, non pas de l'être, mais de l'avoir. Des éléments étrangers sont devenus miens, ont passé dans mon être, parce que je peux en disposer, parce que je peux les organiser librement dans mon univers, parce que je peux les plier à mes besoins, parce qu'ils sont à ma disposition et non pas moi à la leur. C'est très précisément le maniement de cette dialectique de l'avoir qui est refusée au peuple colonisé de la situation coloniale. Les éléments étrangers sont posés sur son sol, mais lui restent étrangers, choses de blanc, manière de blanc, technique de blanc, choses que côtoie le peuple indigène, mais sous lesquelles le peuple indigène n'a pas puissance. Mais dira-t-on, et pour compenser ce que ces vues peuvent avoir de pessimiste, cette unité brisée qui caractérise la civilisation, cette unité qui est brisée par la colonisation, on peut imaginer qu'un jour,
à la longue, le peuple colonisé puisse la reconstituer et qu'elle puisse un jour intégrer ces nouvelles expériences, donc de nouvelles richesses, dans le cadre d'une nouvelle unité. Une unité qui ne sera plus l'unité ancienne, mais qui sera cependant une unité et qui méritera le nom de culture. Mais cela est impossible sous le régime colonial, parce qu'un tel brassage ou un tel rebrassage, on ne peut l'attendre d'un peuple que si ce peuple garde l'initiative historique, autrement dit que si ce peuple est libre, ce qui est incompatible avec le colonialisme. On se souvient de ce qui a été dit plus haut sur la dialectique du besoin. Oui, le Japon a pu rebrasser les éléments traditionnels et les éléments pointés à l'Europe et les fondre en une nouvelle culture qui est très différente de l'ancienne culture japonaise, mais qui reste une culture japonaise. Mais c'est que le Japon est libre et n'a de loi que celle de ses besoins. Ajoutons d'ailleurs qu'un tel rebrassage postule une condition psychologique, c'est la fierté de soi-même, c'est l'audace historique, c'est la confiance en soi. Or, c'est précisément ce que, dès le premier jour, le colonisateur, par mille moyens, tente d'enlever aux colonisés. Et ici, il faut bien comprendre que le fameux complexe d'infériorité que l'on se plaît à signaler chez les colonisés n'est pas un hasard. C'est un résultat recherché par le colonisateur. La colonisation est ce phénomène qui, entre autres conséquences psychologiques désastreuses, comporte celle-ci, de faire vaciller les concepts sur lesquels les colonisés pourraient bâtir ou rebâtir le monde. Citons une fois de plus Nietzsche. De même que le tremblement de terre dévaste et désole les villes, de sorte que c'est avec angoisse que les hommes édifient leur demeure sur ce sol volcanique, de même la vie elle-même s'effondre, s'affaiblit et perd courage, quand le tremblement de concept enlève à l'homme la base de toute sa sécurité, de tout son calme, sa foi en ce qui est durable et éternel. Eh bien, ce phénomène, ce manque de courage à vivre, cette vacillation du vouloir vivre est un phénomène qui a été souvent signalé dans les populations colonisées, et vous savez que c'est la disparition des Tahitiens, le cas le plus extrême que l'on puisse citer de ce phénomène, qui fait l'objet du roman de Victor Ségalen intitulé « Les Immémoriaux ». Ainsi donc, la situation culturelle dans les pays coloniaux est tragique. Partout où la colonisation fait irruption, la culture indigène commence à s'étioler. Et parmi ces ruines prend naissance non pas la culture supérieure du colonisateur, mais une sorte de sous-culture. Une sous-culture qui d'être condamnée à rester marginale par rapport à la culture européenne et d'être le lot d'un petit groupe d'hommes qu'on appelle l'élite ou les évolués, placés dans des conditions artificielles et privés du contact vivifiant des masses et de la culture populaire, n'a aucune chance de s'épanouir en une culture populaire. Le résultat est la création de vastes territoires jadis cultivés, de zones de vide culturel, le mot a été prononcé tout à l'heure, ou ce qui revient au même de perversion culturelle ou de sous-produits culturels. Telle est la situation que nous autres, hommes de culture noire, nous devons avoir le courage de regarder bien en face. Et alors une question se pose. Devant une telle situation, que devons-nous, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Il est clair que de graves responsabilités pèsent sur nos épaules. Que pouvons-nous faire? On résume souvent le problème sous la forme d'une option à prendre. Une option entre la tradition autochtone et la civilisation européenne. On nous dit ou bien rejeter la civilisation indigène comme puérile,
philosophie originale fondée sur le respect de la vie et l'intégration dans le cosmos, je refuse de croire que cette civilisation-là, pour insuffisante qu'elle soit, son anéantissement et son reniement soient une condition de la renaissance des peuples noirs. Je crois que nos cultures particulières recèlent en elles assez de force, assez de vitalité, assez de puissance de régénération pour s'adapter quand les conditions objectives seront modifiées aux conditions du monde moderne et pour apporter à tous les problèmes modernes, quels qu'ils soient, politiques, sociaux, économiques, culturels, des solutions valables et originales, valables parce qu'originales. Dans notre culture, Annette, il y aura, à n'en pas douter, du nouveau et de l'ancien. Quels éléments nouveaux? Quels éléments anciens? Ici, et ici seulement, commence notre ignorance. Et à vrai dire, ce n'est pas de cela qu'il faut s'étonner, car ce n'est pas à un individu qu'il appartient de donner cette réponse. La réponse ne peut être donnée que par la communauté, mais du moins nous pouvons affirmer que cette réponse sera donnée, et non pas verbalement, mais dans les faits et par l'action. Et c'est là ce qui, en définitive, nous permet de définir notre rôle à nous autres hommes de culture noire. Notre rôle n'est pas de bâtir a priori le plan de la future culture noire, de prédire quels éléments y seront intégrés, quels éléments en seront écartés. Notre rôle infiniment plus humble est d'annoncer l'avenue et de préparer l'avenue de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou le stérilise. Nous sommes aujourd'hui à un moment très grave de l'histoire. Nous sommes dans le chaos culturel. Notre rôle est de dire, libérer le démiurge qui seul peut organiser ce chaos en une synthèse nouvelle, une synthèse qui méritera, elle, le nom de culture, une synthèse qui sera réconciliation et dépassement de l'ancien et du nouveau. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.